Vous y êtes le premier à savoir et à comprendre l'actualité de ce mardi 4 novembre 2025. Fidèles téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette tranche d'actualité. Et tout de suite, nous prenons la direction de Bougouni. Voilà, justement pour parler de la visite du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a inauguré la deuxième mine de lithium dans la région de Bougouni. Après l'inauguration, il a livré ses impressions au micro de la presse nationale et internationale. Faut-il le rappeler, les retombées sont attendues jusqu'à 36 milliards de francs CFA. On l'écoute. Il y a moins d'un an, notre pays a inauguré officiellement la première ligne de lithium de Goulamina. Aujourd'hui, nous procédons à l'inauguration officielle de la deuxième mine de lithium dans la même région, marquant ainsi la volonté affichée de notre pays d'occuper sa place de leader parmi les pays prioritaires de cette subsistance stratégique. Comme vous le savez, le lithium n'est pas seulement une ressource, c'est un vecteur de développement industriel et d'innovation technologique qu'il faudra transformer en un vecteur de rayonnement géoéconomique pour notre pays. Et ce projet phare gigantesque sera exécuté en deux phases. La première phase aura un chiffre d'affaires de 46 milliards avec 500 emplois directs. Donc la deuxième phase verra une augmentation de chiffre d'affaires environ 111 milliards avec 800 emplois directs. Comme participation du Mali, environ 35%, donc 5% pour le secteur privé. Le Mali aura un bénéfice de 250 milliards d'environ. Ce projet qui vient de commencer a déjà produit ses premiers effets, notamment dans le cadre du développement communautaire. Environ 317 millions ont été investis pour le développement communautaire. Aussi, 24 milliards a été investi dans le cadre du contenu local, à savoir l'achat des biens et services. Et nous voudrons effectivement profiter de cette occasion, non seulement saluer la population de Bougouni qui est massivement sortie, aussi saluer la décision forte du gouvernement pour l'annulation de 121 titres miniers dont 100 permis de recherche. Et cela s'inscrit dans le cadre de la volonté du peuple malien d'assainir le secteur minier qui a été longtemps soumis à une exploitation illégale et frauduleuse de certaines personnes. Je voudrais aussi profiter de saluer la résilience du peuple malien face à cette crise, aussi lui retirer notre volonté de faire du secteur minier un moteur de développement économique et harmonieux de notre pays. Donc la vision du Mali, c'est de faire du secteur minier un moteur de développement économique. Quand vous parlez de développement, non seulement il y a tout ce qui est dividende en termes de taxes, en termes d'impôts, mais aussi la part de l'État du Mali. Mais cela aussi, c'est de veiller à ce que le peuple malien puisse profiter de ces différents projets, notamment l'emploi des jeunes. Déjà, il y a la loi sur le contenu local qui est désormais une obligation pour tout partenaire de veiller aux intérêts du peuple malien, non seulement en termes d'employabilité, mais aussi en termes de partenariat avec les sociétés privées maliennes. Voilà, donc tout est dit, les retombées économiques sont évaluées à plus de 36 milliards de francs CFA, tel que développé tout à l'heure par le président de la transition. Autre actualité dans ce journal, cérémonie d'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire du Haut Conseil des collectivités au titre de l'année 2025. C'était ce lundi 3 novembre 2025 au siège de la dite institution en présence des membres du gouvernement, notamment le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Reportage Lala Kouyaté et Sédou Niaré.
Cette session se tient à un moment où le Mali fait face à des défis économiques, sécuritaires et sociaux. Occasion donc pour le président du Haut Conseil des collectivités de dresser l'état des lieux de la situation nationale, notamment la pénurie des carburants, qui selon lui a des répercussions sur des activités économiques, le transport, entre autres. Notre pays subit des attaques terroristes dont le dessein est d'asphyxier économiquement notre nation, en ciblant les bus, les camions de ravitaillement et même les citernes de carburant. Ces actes criminels renforcent au contraire la solidarité et l'unité du peuple malien autour des autorités. Face à ces défis, le président du Haut Conseil des collectivités a exprimé toute sa reconnaissance aux autorités de la transition pour les mesures engagées afin d'atténuer les effets de la crise actuelle et pour la poursuite des réformes destinées à renforcer la souveraineté et la stabilité du pays. J'ai saisi cette occasion pour féliciter Monsieur le Premier ministre, vous et votre gouvernement, pour les mesures urgentes et efficaces prises afin de contenir cette crise. Ces mesures courageuses traduisent votre engagement pour le bien-être des populations. Il en est de même de la détermination et du courage de nos opérateurs économiques et leurs chauffeurs qui sont victimes de ces barbaries d'un autre âge. Le Haut Conseil des collectivités réaffirme son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité. Il a également félicité les avancées enregistrées au sein de la Confédération des États du Sahel, une coopération régionale qui incarne l'espoir d'un Sahel plus fort, plus solidaire, a souligné le président du Haut Conseil des collectivités. Nous nous réjouissons des avancées notables de la Confédération des États du Sahel, AES, sous le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. À cet égard, nous pouvons citer entre autres l'adoption officielle de l'hymne les AES Sahel-Benkan, la désignation du nouvel administrateur provisoire de l'autorité de développement intégré du Liptabo-Gourmand, l'organisation des premiers Jeux de l'AES, la mise en place de l'état-major conjoint des forces armées, la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement, la mise en circulation du e-passeport sécurisé AES. Cette session ordinaire de l'institution a également mis en avant des réalisations comme le renforcement de la décentralisation et le développement des collectivités territoriales. Pendant l'intercession, le Haut Conseil des collectivités a réalisé de nombreuses activités et a apporté des contributions de qualité à des documents de politique nationale, à savoir le 3e rapport annuel du suivi des forums nationaux de la refondation, la vision Malikura-Nyetasra 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Lors des travaux de cette session, les conseillers nationaux vont étudier et analyser des dossiers transmis par le gouvernement pour avis. Il est également prévu des séances de formation des conseillers nationaux et des cadres de l'institution sur les thématiques suivantes. L'appropriation de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, l'appropriation de la vision Malikura-Nyetasra 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Les travaux qui démarrent aujourd'hui vous engagent. C'est le lieu de prouver à nos braves populations qu'elles ont eu raison de placer leur confiance en vous. Le Haut Conseil des collectivités, à travers son président, a réaffirmé son engagement à accompagner le gouvernement dans la construction d'un Mali uni, fort et souverain. L'actu hors de nos frontières, direction la Guinée-Conakry, où le président de la transition, le général
Mamadi Doumbouya a officiellement déposé son dossier de candidature devant la Cour suprême. Ces gestes marquent un revirement spectaculaire après qu'il ait pris le pouvoir par un coup d'État en 2021. Il s'était engagé fermement à ne pas se présenter à une quelconque élection et à assurer une simple transition vers l'ordre civil. Amadou Kamara, qu'en est-il? L'attente est désormais maximale avant que la liste officielle des prétendants ne soit publiée. Lorsqu'il renversa l'ancien président Alpha Condé en septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya avait fait de son engagement à ne pas briguer de mandat une pierre angulaire de son discours. Pourtant, la promulgation d'une nouvelle constitution le 26 septembre dernier avait déjà sémé les doutes dans les esprits. Ce nouveau texte, adopté après un référendum, a notamment allongé le mandat présidentiel de 5 à 7 ans et surtout a ouvert la voie à une potentielle candidature de l'actuel chef de la transition. En attendant, le dernier jour autorisé, le 3 novembre, pour déposer son dossier, les observateurs avisés déjà anticipé ce retournement de situation et annoncé de facto son intention de se maintenir au pouvoir. La course à la magistrature suprême est encadrée par des conditions de dépôt de dossiers qui ont filtré une grande partie des aspirants. Non seulement les candidats devaient réunir des parrainages difficiles à obtenir, mais ils devaient aussi s'acquitter d'une caution financière de 900 millions de francs guinéens, un montant qualifié de record dans l'histoire du pays. Ces exigences strictes expliquent pourquoi, malgré plus d'une soixantaine de déclarations d'intention, seule une poignée de dossiers, dont celui du général Mamadi Doumbouya, devrait être examiné par la Cour suprême avant la date limite du 13 novembre pour la validation finale. L'ombre plane sur la légitimité de ce scrutin en raison de l'absence remarquée des principaux leaders de l'opposition historique, les partis majeurs, notamment ceux de l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, de l'ex-président Alpha Condé et de Sidia Touré, ne présente aucun candidat. La nouvelle constitution a servi de barrage légal à ces figures. Soit elle dépasse l'âge limite de 80 ans, soit elle ne respecte pas l'obligation de résidence en Guinée du fait de leur exil. D'autres opposants sont soit emprisonnés, soit portés disparus, ce qui laisse le champ libre à une compétition moins diversifiée. Ce lundi, avant le dépôt du dossier de Doumbouya, déjà 8 candidatures avaient été officiellement soumises. Parmi elles, on retrouve des figures connues comme l'économiste Ousmane Kaba, l'ancien premier ministre Lassana Kouyaté ou encore des personnalités issues de l'administration de l'ancien régime comme Amadou Tcherno Diallo et Makale Kamara. La présence du président de la transition dans ce groupe resserré confirme que l'élection du 28 décembre sera avant tout un test pour la consolidation du pouvoir dans l'ordre civil renouvelé. Restons toujours hors de notre pays pour parler des relations entre Washington et Abuja qui s'enveniment après donc les menaces de Donald Trump d'une intervention militaire au Nigeria, lequel accuse donc de persécuter les chrétiens. Le gouvernement nigérian dénonce une manipulation politique et appelle donc à un dialogue direct entre Bola Tinubu et le président américain. Une crise diplomatique aux résonances religieuses et électorales. Moussa Fomba, que peut-on s'y attendre? Le chef d'état-major des armées du Nigeria, le général Olufemi Oloyede, a rejeté les accusations du président américain Donald Trump, selon lesquelles le pays persécuterait les chrétiens. Selon Oloyede, les forces armées nigérianes œuvrent sans relâche pour éradiquer le terrorisme et renforcer la sécurité nationale. Le général a ajouté que le Nigeria était disposé à recevoir l'aide de pays confrontés à des défis sécuritaires similaires. Le 1er novembre, Trump a déclaré avoir ordonné au département de la défense de préparer d'éventuelles mesures de recours à la force contre les terroristes islamistes au Nigeria afin de protéger les chrétiens.
Trump avait auparavant affirmé que les chrétiens du Nigeria étaient confrontés à une menace existentielle et avait promis que les États-Unis les protégeraient. Le président nigérian Bola Tinubu a toutefois rejeté les accusations du président américain. Il a déclaré que qualifier le Nigeria de pays d'intolérance religieuse ne reflète pas la réalité et ignore les efforts constants et sincères du gouvernement pour garantir la liberté de religion et de conscience à tous les Nigérians. Le ministre nigérian des Affaires étrangères a déclaré en réponse aux menaces d'intervention militaire lancées par Trump que le pays reste guidé par sa constitution en matière de liberté religieuse et cela montre qu'aucune persécution religieuse ne peut être soutenue d'une quelconque manière par les autorités fédérales, régionales ou locales. C'est impossible, a souligné Youssef Touger. Ces menaces et accusations américaines ne sont pas nouvelles. Elles font écho à des mois de lobbying intense de la part d'élus conservateurs américains, souvent associés au milieu évangéliste, qui estiment que les chrétiens au Nigeria font face à un véritable génocide. Ces allégations relayées par des associations chrétiennes ont trouvé écho auprès de Donald Trump, même si des chercheurs et analystes soulignent qu'elles ne s'appuient sur aucun fondement scientifique solide. Des experts comme Blandine Chelini-Pont, professeur d'université à Marseille, rappellent que cette rhétorique s'inscrit dans le cadre de la loi américaine sur la liberté de religion dans le monde de 1998, fermement défendue par les lobbies chrétiens. Toutefois, elle précise que l'escalade de la menace militaire par Donald Trump est une exagération à visée de communication politique auprès de sa base électorale, car la loi fédérale n'autorise en aucun cas des représailles militaires pour non-respect de la liberté religieuse. Un chargé de communication de la présidence du Nigeria a tempéré le discours, expliquant qu'Abuja ne prenait pas le message de Trump au pied de la lettre, rappelant que le président américain a son propre style de communication. Et nous restons toujours avec Moussa Fomba pour nous développer la suite de l'actualité internationale. C'est en images. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma encourage le capitaine Ibrahim Traoré à continuer la lutte pour la libération de l'Afrique. Le Burkina Faso a fait quelque chose de merveilleux, a déclaré Jacob Zuma après un entretien avec Ibrahim Traoré à Ouagadougou, rapporte la présidence burkinabé. Nous avons parlé de l'Afrique, a confié l'ancien président sud-africain âgé de 83 ans à l'issue de la rencontre. Il a également dit avoir cherché à rencontrer le dirigeant burkinabé et espérer continuer à échanger avec lui. Trop, c'est fini, nous allons prendre notre destin en main, a-t-il clamé avec vigueur en faisant allusion au désir des anciennes puissances coloniales de s'emparer des richesses africaines. Arrivé dans la capitale burkinabé il y a quelques jours, Jacob Zuma a pris part le 1er novembre à une conférence sur le panafricanisme organisée dans la capitale burkinabé. Le président congolais accuse son homologue rwandais de vouloir scinder et annexer l'Est de la République démocratique du Congo. Les intentions de Paul Kagame par rapport à l'Est de la RDC, riche en ressources minérales et agricoles, sont belliqueuses et hégémoniques, a déclaré le 2 novembre Félix Tshisekedi lors d'une rencontre avec la diaspora congolaise en marche de sa visite au Caire en Égypte. Malgré l'échec du processus de Luanda, la RDC participe à 2 autres processus de paix, celui de Doha et de Washington, a-t-il indiqué. Il a également annoncé que la discussion de Doha devrait reprendre la semaine prochaine. Il n'y a pas eu de réaction immédiate de la part du dirigeant rwandais. Le 10 octobre, Félix Tshisekedi, s'adressant à Paul Kagame lors d'un forum à Bruxelles, lui a dit tendre la main afin de faire la paix des braves. Les combats dans l'Est de la RDC se poursuivent malgré la signature le 27 juin d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis visant à mettre fin au conflit. Il avait été convenu que l'accord entrerait en vigueur après une rencontre à Washington entre les dirigeants des 2 pays. Kinshasa a ensuite conditionné ce sommet au règlement préalable des relations entre la RDC et les rebelles du M23. Des mercenaires ukrainiens ont participé à la prise d'El Fasher, affirme l'ambassadeur soudanais à Russie, selon Mohamed El Ghazali El Tigani Sirag, qui a donné ce 3 novembre une conférence de presse à Moscou. Des mercenaires originaires notamment d'Ukraine et de Colombie ont combattu au sein des FSR lors de la prise d'El Fasher. Autre déclaration du diplomate. Pendant 1 an et demi, la ville d'El Fasher a essuyé 267 attaques des paramilitaires des FSR. Elle a été prise à fin octobre. Les paramilitaires ont utilisé divers types d'armes, comme des chars T-55,
et des drones, notamment le FK-1000. Les FSR ont eu recours à des armes prohibées avant l'attaque d'El Fasher. Des avions suspects ont été repérés, livrant du matériel aux mercenaires. Il s'agissait d'appareils émiratis. Les FSR ont établi plusieurs bases de lancement de drones et mené des attaques contre des cibles civiles, dont des réservoirs et un aéroport. Ils ciblent la population civile. Depuis le début du conflit, les FSR ont commis de graves violations des droits humains. Environ 1,3 million de personnes ont fui El Fasher. Le gouvernement soudanais a ouvert 13 points de contrôle pour l'aide humanitaire. Les FSR tentaient de saper cette initiative, utilisant l'aide humanitaire comme une arme contre la population. Le Soudan exige que les paramilitaires des FSR soient reconnus comme une organisation terroriste. Le soutien de la Russie et de la Chine est vital pour l'Iran dans les conditions actuelles et tout affaiblissement des liens avec Pékin ou Moscou irait à l'encontre des intérêts de Téhéran, a déclaré la politologue iranienne Ruhollah Moudabber. Dans les mois à venir, l'axe anti-iranien composé du groupe UE3, Royaume-Uni, Allemagne et France, des États-Unis et du régime sioniste Israël tentera d'obtenir l'adoption d'une résolution hostile à l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU, notamment en matière de restrictions maritimes. Dans ce contexte, le soutien de la Russie et de la Chine est essentiel à la préservation des intérêts nationaux iraniens et tout affaiblissement des relations avec Moscou et Pékin serait de fait préjudiciable au pays, a-t-elle déclaré lors d'un entretien avec l'agence de presse Meher. Selon cette experte iranienne, l'Occident déploie actuellement des efforts concertés pour saper les relations amicales russo-iraniennes par la propagande et la promotion d'un agenda anti-russe en République islamique. Les autorités iraniennes compétentes devraient prêter attention aux agissements de l'Occident et prendre des mesures pour contrôler, a ajouté Moudabber. C'est donc tout pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi 4 novembre 2025. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner comme tous les jours. Ne partez pas d'un moment à l'autre. Vous retrouverez Moussa Fomba qui viendra vous faire la narration de toutes ces actualités en langue nationale. Bamouanankan, sachez que le Mali demeure debout et restera et résistera toujours face aux ennemis de la paix. Agissons tous pour la solidarité confraternelle. À très bientôt.